Bonjour à toutes. Voilà, on attendait quelques minutes pour lancer le webinaire. Il est 11 h, c'est le début. Eh bien, c'est parti. Alors, j'ai coupé vite fait le son, c'est pas grave. Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire, le premier de l'année. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien et surtout que vous avez bien la présentation sur votre écran. Bonjour à tous. Vous avez la fenêtre de chat sur Livestorm ou la fenêtre de questions pour intervenir, soit pour nous confirmer que tout est OK, soit pour poser des questions au fur et à mesure de ce webinaire. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, c'est le premier webinaire de l'année et pour la première fois de tous les webinaires qu'on a fait, on va évoquer l'actualité RH donc de ce début d'année. Alors, début d'année avec quand même un petit coup d'œil dans le rétro parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées fin d'année 2023 dont il faut parler et qui ont des répercussions sur le début d'année. Donc, ça va être aussi un petit peu le thème du jour. Donc, quelles sont les dernières mesures sociales, juridiques, légales qui vont façonner le paysage du droit du travail en 2024? C'est les questions auxquelles ce webinaire va tenter de répondre. Donc, je suis Pauline Morin, je suis ancienne consultante SIRH chez Eurecia et je suis aujourd'hui donc l'animatrice de ce webinaire. Et je suis très heureuse d'être accompagnée pour la première fois, donc il y a plein de premières fois aujourd'hui, par Leslie Lano, notre experte RH chez Eurecia. Donc, bonjour Leslie. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire tes missions chez Eurecia et un petit peu toutes tes compétences et ton expertise sur le sujet? Ça marche, merci Pauline. Donc bonjour à tout le monde, je suis Leslie, je suis experte et facilitatrice RH. Donc je vais bientôt souffler ma 21e bougie de carrière puisque ça fait 21 ans que je travaille dans le domaine des RH. Et j'ai rejoint avec enthousiasme Eurecia il y a quelques mois maintenant pour proposer à nos clients, donc potentiellement à vous, un nouveau service d'accompagnement sur le traitement de différentes problématiques RH, puisqu'on sait quand même qu'il y en a beaucoup à traiter en entreprise, et puis également des projets RH divers et variés sur lesquels on peut vous accompagner dans la durée, bien sûr. Voilà mon défi de cette rentrée. Bon, on a hâte que tu mettes en action tous ces bons conseils et cette offre de service. On en reparlera certainement plus tard dans l'année. Ça marche. Alors, le temps que tout le monde arrive, parce que bon, il est 11h02, parfois il y a un petit peu de délai, on va vous proposer un petit quiz pour voir si vous êtes au point sur les news fraîches de début d'année. Alors, je vais lancer un petit sondage, vous allez le voir sur votre écran. Hop là, il arrive. Voilà. Quel est le montant du SMIC brut depuis le 1er janvier 2024, SMIC, le montant mensuel? Donc, vous avez quelques instants pour répondre. On évite d'aller faire du Google ou demander à sa copine RH à côté. Voilà, c'est histoire de vous faire participer. Et puis, en fait, vous attendrez la fin du webinar pour avoir le montant exact. Voilà, c'est une manière aussi de vous retenir un petit peu. Alors, je ne sais pas si tout le monde vote, mais je pense que oui. Vous cliquez, ça a l'air, voilà, il y a de la participation. Je vous laisse encore quelques instants et on pourra ensuite vraiment attaquer ce webinaire. Allez, on arrête. Tac. Moi aussi, j'ai voté. Et je laisse le suspense. Ça marche. Alors, on attaque le sommaire quand même. Hop. Qu'est-ce que tu nous as réservé, Leslie? Alors, pas mal de choses. Pas mal de choses et c'est du lourd. Donc, on va s'attaquer déjà à 3 gros dossiers. C'est vrai que ce thème, le thème du jour est vaste et lourd, dense, donc il y a beaucoup de choses à dire. C'est riche en informations, en actualité là en ce début d'année. Mais le but, c'est aussi de montrer l'essentiel et de partager les infos principales. Donc, à l'oral, Leslie, tu vas nous partager les grandes lignes, mais les slides que vous avez sous vos yeux vont vous être partagés et elles sont riches en informations, donc vous pourrez les consulter à tête reposée pour revoir toutes les informations que tu nous as transmises. Donc, on allait un petit peu, non, j'allais dire en entonnoir, mais c'est pas vraiment ça, mais plutôt on a fait 3 gros dossiers, enfin, tu as sélectionné 3 gros dossiers, tu vas nous détailler dans quelques instants. Vraiment sur lequel on va se pencher pendant un long moment. Ensuite, une galerie de news bien fraîches et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et enfin, en troisième partie, on se projettera sur les mois à venir parce qu'on sait qu'il y a des sujets en réflexion qui ne sont pas encore actés et sur lesquels on peut quand même
déjà se mettre un petit peu en veille. En veille, ouais. Voilà. Alors allons-y, je te laisse nous présenter ces dossiers, dis-nous tout. Oui, alors comme tu l'as dit Pauline, le but c'est de vous embarquer dans ce tour d'horizon de l'actualité sociale qui est très très dense. Donc on a sélectionné pour vous 3 sujets de fond. Le premier étant du coup autour du partage de la valeur, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été publiée et applicable depuis le 1er décembre sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise, qui transpose en fait un accord national interprofessionnel. Voilà, donc on connaît très bien les dispositifs d'intéressement, de participation aux bénéfices, et depuis quelques années aussi la prime de partage de la valeur, alors qu'on a aussi appelé prime pouvoir d'achat, prime Macron. D'ailleurs, Pauline, est-ce que tu sais combien de personnes ont bénéficié en 2022 de la prime de partage de la valeur en France? Non, je ne sais pas. Je sais pas, t'as pas un chiffre, 1 million, je sais pas trop. En fait. Un petit peu plus. En fait, il y a eu 5 millions de salariés qui ont eu une prime de partage de la valeur en 2022. Et à peu près en moyenne 800 € au titre de cette prime. Donc, c'est quand même non négligeable. Et c'est du coup, sans surprise, que le gouvernement a décidé de renouveler et en tout cas de pérenniser cette prime de partage de la valeur. Voilà, donc dans les différents dispositifs qui ont été créés ou pérennisés, alors je le rappelle, le but c'est de dynamiser et simplifier la mise en place de ces dispositifs et d'inciter les employeurs à renouveler ces initiatives-là s'ils les ont déjà prises par le passé. Pour toutes les entreprises, donc possibilité de maintenir donc le versement d'une prime de partage de la valeur et cette fois-ci 2 primes possibles par an, donc c'est quand même intéressant, et un maintien des exonérations sociales et fiscales, alors à des degrés différents en fonction de la taille de l'entreprise, comme vous pouvez le voir sur le slide, tout à fait à gauche, et avec un plafond d'exonération de 3 000 € pour celles qui sont en tout cas exonérées à 100%, notamment les moins de 50 salariés. Le régime de faveur a été maintenu pour ces petites entreprises. Et ensuite, on a aussi l'affectation possible sur un plan épargne salariale, ce qui est nouveau pour cette prime de partage de la valeur. Voilà, d'autres nouveautés aussi au niveau de du partage de la valeur, cette fois-ci avec des obligations. Donc, ce n'est plus sur la base du volontariat. Les entreprises ou les unités économiques et sociales de plus de 50 salariés ou de 50 salariés et qui ont un délégué syndical dans leur structure ont maintenant l'obligation de négocier sur une augmentation du bénéfice. Et bien sûr, derrière, un partage via une prime à prévoir. Alors, l'obligation de négocier ne veut pas dire l'obligation de conclure un accord. Pour autant, il va falloir se mettre autour de la table avant le 30 juin 2024 pour ce faire et définir convenablement ce qu'est le bénéfice exceptionnel pour son entreprise et comment il sera partagé. Voilà. Pour une autre obligation aussi, donc pour les entreprises entre 11 et 49 salariés, et également les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives, là, il y a également une obligation à titre expérimental à partir du 1er janvier 2025 et pour 5 ans, de prévoir aussi un dispositif de partage de la valeur comme la participation, l'intéressement, le plan épargne salariale, la prime de partage de la valeur, en fonction de votre niveau de bénéfice pour les entreprises, donc plus ou moins, plutôt supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur 3 années consécutives, et de même pour les associations, notamment avec aussi un barème à regarder dans vos structures pour déclencher la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Voilà. Plein d'autres choses autour de cette loi. Il y a également une prime de partage de la valorisation de l'entreprise, mais on vous partagera un lien qui vous permettra d'aller plus loin si vous le souhaitez. Oui, on vous mettra dans le chat, là je vais mettre deux liens qui permettent d'approfondir ce sujet. Donc on a compris des dispositifs qui se poursuivent, qui se maintiennent et des obligations. C'est ça. Des dispositifs qui concernent toutes les entreprises ou en fonction du nombre de salariés. Avec, moi je retiens 2 primes possibles par an, la possibilité de se mettre sur son plan d'épargne salariale, et ça je pense que c'est hyper intéressant. L'obligation, tu l'as dit, de négocier une augmentation du bénéfice, donc pour les entreprises supérieures à 50 salariés, et l'obligation, d'appliquer et de mettre en place un dispositif, quel qu'il soit, mais en tout cas sur ce domaine-là, pour les entreprises inférieures à 50 salariés. C'est ça. Ok. On est tous embarqués. On est tous embarqués. Alors, moi, quand je pense partage de la valeur d'une entreprise, je pense aussi intéressement, participation. Oui, effectivement, Pauline, tu as raison. Alors, c'est ce qu'on connaît le plus. Pardon, excusez-moi.
Avec. Tu y es. Du coup, on a aussi cette loi qui fait évoluer quelques règles par rapport à la participation et à l'intéressement, notamment pour les deux, la possibilité de mettre en place une avance sur la prime de participation et sur la prime d'intéressement, avec un système de régularisation en cas de trop perçu. Voilà, et puis pour la participation, alors c'est la fin du report de 3 ans pour mettre en place la participation lorsqu'on franchit 50 salariés sur 5 années consécutives. Donc, vigilance en la matière. Voilà. Également, l'obligation aussi de modifier le montant de sa réserve spéciale de participation s'il y a eu une erreur dans le calcul ou éventuellement aussi une fraude qui aurait été constatée ou une stratégie d'optimisation fiscale. Donc là, c'est en cas de contrôle. Voilà, un rattrapage sera fait. Et pour les petites entreprises, à titre expérimental, vous aurez la possibilité de mettre en place aussi la participation avec une formule moins favorable que la légale. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça donne un petit coup de boost si cela peut vous intéresser. Pour finir l'intéressement, du coup, il y a des critères de répartition qui existent pour verser l'enveloppe globale. Je le rappelle, il y a notamment le calcul qui peut se faire sur la durée du travail, sur le niveau de salaire ou un mix des deux. Et maintenant, il y a aussi la possibilité d'intégrer un salaire plancher et un salaire plafond pour aussi sécuriser notamment les bas salaires. Voilà. Ok. Donc, intéressement, participation, c'est favorable aux salariés grâce à l'avancement possible, enfin l'avance possible, pardon. En revanche, attention au salaire plancher. Attention. C'est ça. En tout cas, il peut être intégré dans vos accords. C'était déjà le cas pour la participation, ça ne l'était pas pour l'intéressement. Il y a eu un alignement des règles possibles, en tout cas pour ce critère-là. Et pour finir, voilà, si vous avez des plans d'épargne entreprise ou retraite, il va falloir aussi prévoir un fonds qui finance en fait la transition énergétique et écologique à partir de maintenant. Ok, alors juste, je reprends la main juste parce que je vois que le chat est utilisé. Oui, ok, super. Donc, je voulais voir s'il y avait des questions. Je vous le rappelle, les questions, on les abordera plutôt en fin de Webi. La suite, hop. Ah, on attaque déjà le deuxième dossier. Oui, et non des moindres. Bon, il date un petit peu, mais c'est pas plus mal quand même de refaire un tour sur cette nouvelle obligation d'information de la part de l'employeur vis-à-vis de son salarié, qui a été du coup obligation d'information renforcée. C'est suite en fait à une directive européenne, donc il faut aussi qu'on soit en conformité et c'est applicable depuis le 1er novembre. Voilà, donc on va faire un petit point sur ces différents éléments d'information qu'on doit surtout partager à nos salariés, alors dans des délais différents en fonction du niveau d'information, enfin du type d'information. Donc dans le tableau, vous verrez soit 7 jours calendaires tout à fait à droite qui suit l'embauche, soit 1 mois suivant l'embauche, donc en fonction de l'information que vous trouvez le délai de transmission. Alors pas d'affolement, on a déjà quand même beaucoup d'informations qui sont transmises à nos salariés. Donc, je ne reviens pas sur les premiers éléments, puisque ça, normalement, vos contrats c'est connu déjà, voilà. Okay. Par contre, petit drapeau rouge, tout à fait à gauche, comme vous le voyez sur votre écran, notamment une information sur le droit à la formation assuré par l'employeur. La durée aussi du congé payé et les modalités de calcul de cette durée. Et puis, en cas de rupture du contrat, la procédure à respecter en cas de cessation. Et également des informations sur la rémunération, tous les éléments qui constituent la rémunération. Donc, il va falloir être bien exhaustif. Et également parler des majorations d'heures supplémentaires avec la périodicité et les modalités de paiement. Voilà. Okay. Donc, vous pouvez faire quelques renvois à des textes législatifs, réglementaires, conventionnels, mais surtout vérifiez bien vos contrats de travail, vos dossiers du personnel, et puis également vous pouvez aussi vous appuyer de votre conseil si vous externalisez en tout cas la gestion administrative, mais faites cette revue en début d'année, c'est important. Il y en a d'autres, non, je crois. Oui, il y en a quelques-uns pour terminer et être quand même au top du top. Sur la durée du travail, donc là aussi, des précisions à apporter dans les contrats. Donc, vérifiez bien que vous soyez à jour.
Préciser aussi quelles sont les conventions et accords collectifs applicables aux salariés. Ça peut être un tableau récapitulatif. Et puis enfin, tout ce qui est régime autour de la protection sociale, de bien les mentionner sur le contrat et de préciser quelques éléments pour être exhaustif auprès de votre salarié. Voilà, alors le ministère du Travail prévoit de nous partager des modèles, comme ça au moins on aura un peu de sécurité. On attend, alors ça sera facultatif. D'ici là, il faut quand même qu'on soit conforme à cette nouvelle loi. Donc, il faut se mettre au travail. Non, mais c'est bien cette idée de modèle de document. On aime chez nous aussi. J'en reparlerai tout à l'heure. Peut-être par rapport au travail des salariés à l'étranger, quelques mesures, quelques obligations? Très rapidement, en fait, si vous avez des salariés que vous envoyez en mission à l'étranger plus de 4 semaines consécutives, là aussi, petit point sur les informations à leur transmettre avant leur départ. Donc, les pays concernés, la durée prévue, la devise servant au paiement de la rémunération, tout ce qui est avantage en espèces, en nature, et puis enfin, en cas de rapatriement, les conditions, le cas échéant. Voilà. Ok. Donc, toutes ces obligations, toutes ces informations, peut-être que tu vas nous préciser un petit peu maintenant comment l'employeur est censé les transmettre, les mettre à jour, et aussi s'il y a un manquement, s'il oublie. Tu as tout un tas de précisions à nous dire. Oui. Alors bon, c'est relativement simple. En fait, le tout, c'est vraiment d'être dans une traçabilité sans faille. Donc, vous pouvez soit transmettre sous forme de papier, comme ça se fait généralement, mais il faut quand même pouvoir prouver en cas de nécessité la date à laquelle vous avez transmis, puisque vous avez vu, il y avait 7 jours calendaires ou un mois de délai pour la transmission d'infos, ou bien par format, sous format électronique. Sous condition aussi, il faut que votre salarié puisse avoir accès à ce type d'informations et puis qu'il puisse les enregistrer, les imprimer et vous prouvez aussi encore une fois que vous avez bien transmis les informations. Voilà. S'il y a des modifications, mise à jour. Ouais, s'il y a des modifications en cours de contrat, ces informations-là doivent être aussi remises aux salariés dans les délais les plus brefs. Et puis, par contre, s'il y a des changements qui sont liés à des nouvelles lois, des nouveaux règlements, une évolution de la convention collective, là, du coup, pas d'obligation puisque ça s'applique de fait. Ok. Quand court l'employeur, que se passe-t-il si il ne met pas à disposition ces informations? Alors là, en fait, ça se fait en 2 étapes. On va dire l'étape soft et puis l'étape un peu plus musclée. Du coup, si l'employeur n'a pas rempli son obligation, le salarié peut le mettre en demeure. Ça, c'est la première étape. Et là, on doit répondre sous 7 jours calendaires au salarié. Et si on ne le fait pas, là, on s'expose à une action contentieuse. Voilà. Donc ça, c'est applicable dès le 1er novembre. Et même pour les salariés qui étaient déjà dans les effectifs avant le 1er novembre, ils peuvent réclamer les informations qu'on a vues précédemment. Et là, il faudra que vous les transmettiez dans les délais impartis. D'accord. Donc, c'est pour tous, en fait. Voilà. Tous salariés. OK. Alors, moi, je fais une petite aparté parce qu'on a parlé de modèle de document et là, on parle du moyen de transmettre ces informations liées notamment au contrat de travail du salarié. Vous qui nous suivez, vous avez certainement le portail RH sur votre solution Eurecia. Justement, le portail RH, il est là aussi pour ça, pour vous aider à mettre à disposition de manière numérique les documents d'entreprise ou les documents du salarié, donc soit via documents partagés pour mettre tous les documents généraux liés à l'entreprise, et puis dans le dossier du salarié où là justement vous pouvez remettre ces informations dont on a parlé juste avant. Donc voilà, ça fait le lien avec le produit. Mais quand même, d'autres questions se posent. Ah non, je sais, il y avait une autre information relative au poste ouvert en CDI. Oui, alors toujours dans l'obligation d'information aux salariés, en fait là cette fois-ci ça s'applique aux salariés en CDD et aux intérimaires que vous avez dans votre entreprise qui ont 6 mois d'ancienneté continue quand même, il faut avoir une certaine ancienneté. Et ils peuvent vous demander la liste des postes en CDI disponibles chez vous, en sachant que vous devez leur remettre les postes de la même qualification qu'eux et pas aller au-delà. Voilà. Donc, il y a quand même un process aussi à respecter. Le salarié, lui, doit faire une demande officielle, c'est-à-dire par écrit, soit par recommandé ou une lettre remise en main propre. Et dans ce cas-là, vous pouvez lui faire une réponse écrite dans un délai d'1 mois. Soyez vigilants.
Voilà, s'il a fait 2 demandes déjà dans l'année, on n'a pas l'obligation de lui répondre. Et si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, à compter de la 2e demande, s'il n'y a pas eu de changement dans votre liste de postes disponibles, vous n'avez pas non plus, enfin, vous pouvez vous contenter d'une réponse orale. Ok. Parce qu'on retient, on parle d'obligation d'information, mais c'est à condition que le salarié en ait formulé la demande. Par exemple. Voilà. Donc C'est pas au détour d'une conversation ou entre 2 portes. Ouais. Ok. Très clair. On a fait le tour de ce 2e dossier. Tout à fait. Et là, on aborde le 3e. Alors, hop, on va y aller. 3e dossier, on fait un petit flashback, mais qui a ses répercussions maintenant, sur la jurisprudence qui est intervenue en septembre, sur les congés payés et les arrêts maladie. Aïe. Oui, gros dossier, grosse date, hein, le 13 septembre. Alors, ça remonte un petit peu, mais on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet. On parle d'une saga, mais surtout d'un Big Bang. Alors, une saga parce qu'en fait, beaucoup de rebondissements et puis surtout aussi du suspense. Et le Big Bang, parce qu'il y a des répercussions énormes en entreprise. Donc, c'est important qu'on en parle. Donc, petit récap. Le droit européen, en fait, ça fait 20 ans que le droit européen dit qu'un salarié a le droit à 4 semaines par an de congé. Et ce même lorsqu'il est en arrêt maladie. Et le droit français, lui, s'évertue à dire que le droit est de 2,5 jours de CP par mois pour un travail effectif. C'est-à-dire que les arrêts maladie décomptent ces jours-là. On n'acquiert pas de congé quand on est malade. Et au-delà d'une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle d'1 an, là aussi, on n'acquiert pas de jours. Voilà. Sacré français, hein, comme on dit. C'est ça. Bon, alors la Cour de cassation a dû intervenir en septembre. Et oui, ouais. Et en fait, comme ça fait 10 ans qu'elle alerte le législateur français, sans réaction de sa part, cette fois-ci, elle a décidé de le contraindre. Et du coup, elle a rendu une décision le 13 septembre, des décisions le 13 septembre, qui confirment le droit européen. Et dans la même foulée, les cours d'appel s'en sont donnés cœur joie. Et voilà. Ok, alors du coup, la Cour de cassation a tranché. Mais maintenant, face à cette nouvelle jurisprudence, que doivent faire les entreprises et quelles sont toutes les précisions que tu peux nous donner? Moi, je pense aussi aux salariés. Est-ce qu'il peut revenir en arrière et exiger des droits par rapport à ces arrêts passés? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incidences. Le gouvernement s'est engagé à répondre dans le premier trimestre 2024. En tout cas, le législateur, on attend une mise en conformité de notre code du travail. En attendant, c'est vrai qu'il y a une insécurité et des contentieux qui sont quand même lancés. Mais une chose est sûre, c'est que pour la période d'acquisition en cours, en fait, la jurisprudence nous conduit à devoir tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d'acquisition. Ça, c'est une première chose. Bon, beaucoup de précisions quand même attendues, du coup, autour du droit à congé en cas d'arrêt maladie, comme on l'a dit, d'un point de vue texte. Et puis, cette fameuse différence de traitement entre la maladie, l'accident du travail, la maladie professionnelle, on n'acquiert pas en fonction de la typologie d'absence, la même chose. Et ensuite, est-ce qu'on doit déclencher 4 semaines ou 5 semaines de congé pour une absence d'1 an en maladie, par exemple, puisque le droit européen parle de 4 semaines et le droit français 5 semaines. Voilà. Et puis, en cas de retour dans l'entreprise du salarié absent pour une longue durée, comment ça se passe pour lui faire, en tout cas, poser ses jours de congé, quel est le délai de report en cas d'acquisition de jours pendant son absence. Voilà, pour enfin terminer sur la prescription en cas de régularisation, oui, c'est vrai qu'il y a des salariés au contentieux, en tout cas devant le Conseil de prud'homme, qui réclament des régularisations sur des périodes passées. Comment ça va se passer? Quels vont être les droits des salariés demain? Et enfin, la prise en compte de certains jours de congés conventionnels, puisqu'on parle aussi, dans ce cas, de pouvoir acquérir des jours de congé, par exemple d'ancienneté, même en cas de maladie. Ok, bon, ça fait beaucoup de questions auxquelles on attend les réponses. Et, en tout cas, déjà début février, on devrait avoir un bon nombre de précisions. Ok, alors là, j'en profite aussi pour faire un petit aparté, pour faire le lien avec votre outil de suivi des absences sur Eurecia. Lorsque la jurisprudence est sortie, il y a eu des communications au travers de la plateforme pour vous dire quoi faire sur votre plateforme, parce que vous avez certainement des règles mises en place qui venaient impacter l'acquisition de vos congés payés s'il y avait des arrêts maladie. Donc ça, si vous vous mettez en conformité, et je pense qu'il faut, il va falloir venir modifier ces règles de ce qu'on appelle impact correctif sur la plateforme. Donc ça, je vous renvoie au centre d'aide que vous connaissez, je l'espère, ou sinon à notre équipe support qui sera ravie de vous apporter toutes les aides et l'assistance pour
voilà, être sûr que vous êtes carré aussi sur le calcul des jours et cet impact dans votre SIRH. C'était du lourd, c'est gros dossier. C'est ça. On va aller sur des petites news fraîches, mais Oui. bien importantes quand même, que tu nous as concoctées. Avec déjà quelques chiffres. Oui. Hein, les petits incontournables, comme chaque année à cette période. Hein, le plafond mensuel de la sécurité sociale qui est revu chaque année à la même époque, selon l'évolution des salaires en France. Donc, il passe à 3 864 € au 1er janvier, soit 46 368 € pour le plafond annuel de la sécurité sociale. Ok, donc ça, c'était la première nouvelle du mois de janvier. J'avais envie de faire une blague par rapport à la galette. J'avais tout un fil, en fait, pour faire des petites blagues, mais je vais essayer de la tenter. On va parler des stagiaires et de leur gratification en guise de fève pour eux. Ouais, super. Ils sont gâtés. Alors, comme du coup, leur gratification est calculée sur ce plafond de la sécurité sociale, mais cette fois-ci, le plafond horaire, bah, du coup, la gratif évolue à 4,35 € par heure de présence dans l'entreprise. Et ça, pour tous nos stagiaires de plus de 2 mois dans l'entreprise, en sachant que c'est exonéré à 100% de charge. Ok. Et donc, pour couronner le tout, la réponse. Alors, galette, fève, couronne. Mais tu l'as pas eu, c'est pas grave. Mais aussi la réponse. Bon, je suis fan. On a la réponse du SMIC alors. Il passe à combien celui-là? Alors, la bonne réponse était 1766,92 €. C'est ça. Voilà, 1,13% d'augmentation au 1er janvier. Voilà, ok. Le SMIC qui évolue en fonction de l'inflation et du pouvoir d'achat des Français, bien sûr. Okay. Ça, c'est à chaque fois en début d'année, toutes ces nouveautés. Voire plusieurs fois par an pour le SMIC. Oui, c'est vrai. D'autres bonnes nouvelles pour 2024, des prolongations. Alors, on parle d'abord de la prime transport ou forfait mobilité. Oui. Alors, du coup, la prime transport, notamment pour faire les trajets domicile-travail avec son véhicule personnel, les forfaits mobilité durables, si on utilise son vélo, sa trottinette ou si on fait du covoiturage avec ses collègues. Et ben là, on a toujours une exonération dans la limite de 700 € par an, en sachant qu'on peut cumuler ces différents dispositifs et également avec l'abonnement transport public qui, là, est obligatoire pour 50% de son coût. Voilà, donc vous pouvez mettre en place ces primes par accord d'entreprise, de branche ou de DUE. Ouais, nous, on l'a chez Eurecia, on est bien contents. C'est vrai. Ouais. Dans l'hôtellerie-restauration, l'exonération des pourboires, toujours. Toujours. Donc, ça a été maintenu. Exonération sociale, défiscalisation pour les pourboires versés directement ou indirectement par la clientèle. Donc là aussi, c'est quand même un plus pour les salariés concernés et les employeurs. Ok, et on parlait des jeunes stagiaires tout à l'heure, on continue de parler des jeunes, mais effectivement, on contrat en alternance. Oui, alors là, ça fait quelques années qu'on a des aides pour l'embauche d'alternance. C'est vrai que le gouvernement veut booster l'emploi des jeunes et la formation. Donc, on a toujours la possibilité d'avoir une aide de 6 000 € alors pour la première année de contrat cette fois-ci, dans le cadre de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation de moins de 30 ans, voilà, avec quelques conditions pour les grosses entreprises de plus de 250 salariés qui doivent prendre des engagements, avec 5% de leur effectif en alternance. Voilà. Donc, la France vise plus d'1 million d'alternants par an. Ok. On n'en est pas loin. Eh bien, très bien. On continue et maintenant, on va parler des arrêts de travail. Alors, c'est tout frais depuis le 1er janvier, oui. L'interruption médicale de grossesse. Ensuite, oui, alors à partir du 1er janvier, toute salariée qui aurait du coup faire face à une fausse couche, cette fois-ci, la sécurité sociale supprime le délai de carence et versera donc les IJSS dès le 1er jour d'absence. Voilà, ce qui n'implique pas forcément de modification côté employeur pour le maintien de salaire ou pas. Donc, ses propres règles restent bien sûr applicables. Et point de vigilance aussi, puisqu'il y a aussi une protection contre le licenciement pour ces salariés. Donc, soyez vigilants aussi, petit point d'attention. Ok, et les téléconsultations médicales qui fleurissent, voilà. Oui, avec le Covid, c'est vrai qu'elles ont quand même pas mal été développées. Alors cette fois-ci, elles vont être limitées. Donc ça, c'est depuis la fin d'année dernière, à 3 jours d'arrêt maximum. Bon, quelques exceptions quand même, c'est-à-dire que à partir du moment où l'arrêt est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant,
ou la sage-femme référente, là, il y a toujours téléconsultation possible avec plus de 3 jours possibles. Et puis, si le salarié n'a pas pu, en tout cas, voir un médecin en présentiel, là aussi, il va pouvoir avoir une prolongation d'arrêt. Ça s'applique qu'aux prolongations d'arrêt. Et cette fois-ci, il peut avoir du coup une durée supérieure à 3 jours. Ok. Et la DER, alors attendez, hop, la DER, ah oui. Alors, si on refuse des CDI. Oui, là, c'est vrai qu'on a intégré cette information un peu en dernière minute, puisque c'est aussi tout frais. En fait, un salarié qui est en CDD ou en intérim s'expose en fait à ne plus pouvoir bénéficier de son allocation assurance chômage s'il refuse deux CDI, de CDI en fait. Donc, ça implique que l'employeur va devoir déclarer à chaque fois qu'il propose un CDI, bien sûr par écrit, à son salarié auprès de France Travail si son salarié refuse le CDI après un délai raisonnable. Alors, un délai raisonnable, c'est à peu près 8 jours. L'employeur va devoir le déclarer en fait au Pôle emploi, à l'ancien Pôle emploi d'ailleurs, à France Travail. Et il y a du coup un lien sur le site vers une plateforme dématérialisée pour faire cette procédure-là. Et vous devez du coup remplir cette obligation à partir du 1er janvier. Ok. Alors, petite précision, ce sont les CDI, bien sûr, avec un emploi identique ou similaire, la même rémunération, le même lieu de travail. Voilà, il faut vraiment que ça soit le même statut, la même classification. D'accord. Eh bien, merci Leslie. Voilà. Oui, pardon. C'était les news. On a gardé quelques sujets à suivre. On disait très rapidement, sur lesquels peut-être rester en veille. Ils vont arriver dans les mois à venir. On parle de l'index de l'égalité. Oui. Alors, le nouvel index de l'égalité professionnelle, ça serait à partir de l'année prochaine, puisque le gouvernement se veut plus ambitieux, avec plus de transparence et plus de fiabilité, voilà, notamment pour réduire davantage les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ok, deuxième chantier, un compte épargne-temps universel. Oui, alors grosse nouveauté, donc les discussions sont en cours. Ça sous-entendrait du coup que les salariés pourraient avoir un stock de congés payés qu'ils pourraient du coup garder tout au long de leur carrière. Maintenant, beaucoup de questions techniques se posent pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise qui embauche le salarié avec un compte épargne de ce type. Est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises devront avoir un compte épargne? La question reste entière. Ok. Et puis, alors, il y a la création d'un congé familial qui s'ajouterait au congé parental d'éducation. J'ai entendu aussi mardi soir une autre proposition du président. Mais là, on va parler du congé de naissance. Alors, le congé familial. Oui, alors là, ça serait du coup un nouveau congé qui pourrait se cumuler. L'idée, c'est de pouvoir avoir un congé mieux rémunéré et que les parents puissent le prendre en même temps. Voilà, donc on attend des nouvelles aussi. Ça serait une réforme peut-être pour cette année. D'accord. Et la petite dernière que tu n'as pas osé mettre, Lénie, en petit, on parle de simplification du code du travail. J'ai pas trop de détails, mais effectivement, ça serait une nouvelle simplification du code du travail. Donc c'est vrai qu'avec tout ce qui nous attend, ça serait peut-être bien d'en savoir plus. Ouais. Ok, donc on reste en veille sur ces sujets et tant d'autres encore. Et d'ailleurs, pour rester en veille sur les sujets RH, on vous propose ici quelques sources. Alors, évidemment, un petit peu d'auto-promo avec notre blog Vide Bureau, mais pourquoi on en parle? Parce que il y a l'article mensuel sur le point RH légal qui est très prisé par vous, qui nous suivez. Et c'est déjà bien simplifié et bien vulgarisé. Donc, en fonction de votre niveau de connaissance et de compétence, déjà, fiez-vous à ces actualités qu'on diffuse sur le blog. Et puis, toi, tu utilises aussi les sites officiels. Oui, c'est vrai que moi, ma petite routine du lundi matin avec un bon café, c'est de me connecter, comme tu le disais, déjà sur notre blog et puis également sur des sites officiels comme le ministère du Travail où il y a quand même beaucoup d'actu. Et puis un éditeur qui sont les éditions Tissot, intéressant puisque newsletter gratuite. Et enfin, des webinaires, comme aujourd'hui, par exemple. Vous avez la plateforme Webikeo qui offre aussi la possibilité de se connecter gratuitement avec du coup une bonne dose d'actu RH et de pratiques RH nouvelles proposées. Ok, mais moi je doute pas qu'avec le succès du webinaire d'aujourd'hui, on aura envie de vous en faire d'autres sur ce sujet-là. Super, alors merci.
Voilà, super. On est très très bon dans le timing. Merci Leslie. Tu peux reprendre ton souffle. Alors, on a eu pas mal de questions. On va essayer d'y répondre à chacune si on le peut. Si toutefois on n'a pas le temps, de toute façon on se garde les questions et on vous y répond après par mail dans le courant de la journée ou demain. On va se partir les choses. Alors, je vais prendre la question d'Angélique. Je vous cite. Voilà, si ma question est mal retranscrite, si vous voulez la préciser. Avez-vous des modèles de notes d'information à destination des collaborateurs? Là, j'imagine que vous demandez sur le produit, sur le SIRH, sur le SIA, si on a des modèles. Alors, de notes d'information, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes connecté sur la plateforme, vous allez dans la rubrique aide, me semble-t-il, et on a différents modèles de documents qui sont déjà présents et que vous pouvez utiliser. S'il en manque, il ne faut pas hésiter, voilà, à les suggérer, peut-être au travers de notre assistance, peut-être au travers de des différents moyens de communication qu'on a avec vous. Mais on essaye de mettre en place des modèles de documents pour que vous puissiez les utiliser directement dans la plateforme. Chantal nous demande, faudra-t-il faire des avenants en cas de contrat très ancien? Alors, je pense que c'est par rapport à l'obligation d'information. Tant que le salarié ne demande pas d'informations en ligne avec ce qu'on a vu, il n'y a pas forcément l'obligation de mettre en place des avenants. Voilà. Donc, ça s'applique de fait à ceux qui sont embauchés au 1er novembre, ce qui ne veut pas dire qu'on doit vraiment revoir tous nos contrats de travail. Ok. On est toujours là. C'est la caméra qui veut partir. Concernant justement ces obligations d'information, je lui demande, certaines sont dans nos contrats, certaines dans notre livret d'accueil. Est-ce valable ou est-ce que l'information doit impérativement figurer dans le contrat de travail? Alors, il y a possibilité effectivement d'utiliser plusieurs supports. Comme on l'a dit précédemment, en fait, l'important, c'est de pouvoir justifier de la date de remise de l'information. Alors, soit vous avez, par exemple, un document, un formulaire de remise en main propre du livret d'accueil où le salarié atteste avoir reçu l'information sur tel et tel élément, il signe, il date, et au moins, ça vous couvre. Ok. Donc, oui, vous pouvez utiliser d'autres supports que le contrat de travail qui ne doit pas non plus faire 50 pages. Oui. Sans le vécu. Doit-on informer les salariés en apprentissage des embauches en CDI? On a parlé des CDD et des intérimaires. Est-ce qu'en apprentissage, ils sont concernés? À mon sens, non, mais je note cette question, elle est intéressante, mais à repréciser. En l'occurrence, je pense que ça s'applique vraiment au CDD classique. Voilà, il y a quand même précarité d'emploi, là où les alternants qui sont en contrat de professionnalisation ou en alternance, c'est dans le cadre d'une formation, donc on n'est pas dans cette précarité d'emploi comme un CDD ou un intérim. Ok. Alors, ce que nous apprécions, c'est que dans le chat, vous répondez entre vous. Donc, c'est bien, Charlotte, Julie, certaines posent des questions et puis les autres répondent. Donc, c'est sympa, c'est collaboratif. Alors, Audrey pose une question. Concernant l'obligation d'un dispositif de partage de la valeur pour une entreprise de moins de 50 salariés, est-ce que les établissements publics sont concernés? Alors, je n'ai avec un contrat de droit privé, ok. Mais, les établissements dont les publics salariés ont un contrat de droit privé sont concernés. En l'occurrence, je n'ai pas vu cette mention dans les textes. Maintenant, je vous invite quand même à vérifier dans les liens qu'on va vous partager en fin de webinaire sur justement les dispositifs de partage de la valeur et de regarder en fait quelles sont les structures de manière exhaustive qui sont concernées. Il y a un renvoi vers la loi et là, vous pouvez quand même voir si vous êtes concerné ou pas en fonction de votre structure. Ouais, je vous mets les deux liens dont Leslie parle. Mais pour le coup, je ne les ai pas vus mentionnés. Ok. Alors, j'ai vu des questions. Il y en a beaucoup. Hop, voilà, on était à Audrey. En attendant, voilà, Laura et Aurel posent à peu près la même question. En attendant les précisions du législateur, devons-nous abonder les congés payés pour les salariés en arrêt maladie? Ou faut-il attendre? Alors, abonder, je ne vois pas forcément le lien pour abonder les congés payés. Je pense que c'est plus par rapport à l'acquisition en cas d'arrêt maladie. Alors, c'est vrai qu'en fait, la position qui est retenue, c'est que depuis le 13 septembre,
on est censé quand même appliquer l'acquisition, le déclenchement de congés payés pour les salariés qui sont en maladie. Alors, je ne parle pas de régularisation antérieure au 13 septembre. En tout cas, à partir des absences à partir du 13 septembre, on est censé quand même attribuer des congés payés pour les salariés absents. Ok. Voilà. Pour le reste, c'est vrai que si vous avez des demandes de régularisation notamment, là, le mot d'ordre, c'est de se rapprocher de son conseil juridique pour voir quelle position adopter en attendant les textes à venir. Mais pour le coup, les congés doivent être en tout cas acquis pour les salariés maintenant en maladie. Ok. Je continue avec les questions. Aurélie, que signifie cumulable? Alors là, c'était par rapport à la prime transport, forfait mobilité, c'était sur ce sujet-là. Si la prime est versée aux salariés, nous devons également prendre en charge 50% de son abonnement, sachant que la prime transport mensuel est plus favorable que son remboursement à 50% de l'abonnement. Parce que le salarié peut très bien parfois utiliser les transports en commun et à d'autres moments son véhicule personnel. Alors, je vous l'indique aussi, c'est que pour la prime transport, il doit quand même signer un document, en tout cas une attestation sur l'ONAR, qui en tout cas prouve qu'il utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et fournir un justificatif de son abonnement au transport en commun si c'est le cas aussi en parallèle. Mais en tout cas, vous pouvez cumuler les deux dispositifs. Vérifiez aussi quand même sur le site URSSAF jusqu'où vous pouvez avoir l'exonération quand même. Ok, on peut même aller se référer à l'URSSAF. Aurel, si un CDI est proposé à un apprenti à l'issue de son contrat d'apprentissage, cela rentre-t-il aussi dans ce cas? Alors, ça faisait référence à quel... j'ai lu son... Alors, là, théoriquement, au cas par cas, il faudra voir, mais théoriquement, à partir du moment où vous embauchez votre apprenti en CDI, je suppose que ça sera sur un emploi peut-être de classification supérieure, avec peut-être un champ de responsabilité un peu plus étendu aussi que quand il était en apprentissage. Donc, on va dire que c'est pas un emploi identique, donc ça ne l'expose pas à un risque vis-à-vis de l'assurance chômage en tout cas. Encore faut-il qu'il puisse en bénéficier. Après, en termes de justificatif, autant être aussi dans cette traçabilité-là et mettre, bien sûr, remettre un contrat écrit comme il se doit. Ok. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut en piocher encore quelques-unes. Petite question de Rachel concernant les CP pendant un arrêt maladie. S'il est précisé dans une convention collective que les CP ne sont pas prévus pendant un arrêt, que devons-nous faire? Donc là, ça reste quand même le droit français qui s'applique. S'il est plus favorable, la convention collective, du coup, n'a pas, entre guillemets, d'effet supérieur. Ouais. Surtout si elle est plus si elle est moins favorable. Du coup, oui. Ok. Tout, je prends au hasard. Je ne sais plus. Attendez, tac. Parce que vous répondez entre vous, donc ça, c'est chouette. Si les informations, question d'Arnaud, si les informations obligatoires sont transmises via Eurecia, quel justificatif avons-nous? Là, les informations, elles sont à disposition dans l'espace du salarié, dans son dossier salarié. Donc, c'est les justificatifs de dépôt et de... Oui. Après, il y a les dates qui sont répertoriées. Oui, tout à fait. Voilà. La date de mise à disposition, c'est suffisant. Ouais. Ok. Quelques-unes encore ou pas? Eh ben, oui, il y en a certaines qui arrivent encore, mais on est de toute façon à la fin du webi. Merci pour votre forte participation. Juste derrière l'écran ou dans le chat. Ça a beaucoup animé ce webinaire. Et je pense que voilà, pour une première, ça donne envie d'en faire d'autres sur ce sujet. Et je pense que vous êtes demandeurs. Donc, on va vous envoyer un petit sondage. On va arrêter là les questions. Si elles arrivent encore, d'ici à ce qu'on coupe définitivement, encore une fois, on y répondra, mais par mail. Mais là, il est temps de rendre l'antenne, je dirais. On va, ajouter un petit sondage juste pour voir vos appréciations sur ce webi.
Hop. Non, c'est pas ça. Je vais refaire. Excusez-moi. Tac. Il est là. Ah bah oui, il est là. Hop. Et je vais y arriver. Il est là. Voilà. Publier le sondage. Voilà, je vous laisse ôter. 2-3 informations. Enfin, ouais, on voulait rester sur une petite résolution 2024. Oui, la dernière. Passer à autre chose, hein, puisque on a compris qu'on avait un peu de travail. Pour autant, c'est bon de penser aussi un peu à nous et puis à nos salariés. Donc, on voulait vous partager, si vous ne l'avez pas encore vu, la grande cause nationale qui a été du coup communiquée par le gouvernement récemment, alors certainement en lien avec les JO de 2024. L'idée, c'est de pouvoir aussi aller, de pouvoir pratiquer une activité physique et de pouvoir communiquer régulièrement auprès des Français et puis nous, auprès de nos salariés aussi, sur l'importance aussi d'avoir au moins 30 minutes d'activité par jour. Alors, c'est pas grand-chose. Ouais. Voilà, c'est pas grand-chose. Moi, je vais m'y mettre dans une petite demi-heure, d'ailleurs. Mine de rien. Voilà, je vais faire ma petite demi-heure d'activité. Tout ça pour, je dirais, lutter contre la sédentarité. On sait que c'est quand même le mal du siècle. Enfin, en tout cas, un phénomène qui a de grosses répercussions sur notre santé physique, santé mentale. Donc, il est temps de penser à nous. Très bien. Alors, 30 minutes, on va aller bouger. Et on termine, là c'est la dernière, c'est sûr. On vous dit merci évidemment. Et on présentera le prochain webinaire le jeudi 8 février. Et cette fois-ci, on parlera de la manière dont on peut construire un projet RSE en entreprise, par où commencer. Et on a vraiment hâte aussi de vous proposer ce thème qui, j'espère, va vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup, Leslie. Merci, Pauline. Merci à vous. Et vous aurez le replay de ce webinaire très rapidement par mail ou dans le centre d'aide. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.